Bonjour et bienvenue sur ce webinaire. Webinaire qui sera dédié à la récupération d'eau de pluie dans les entreprises artisanales. Ce webinaire il est proposé en partenariat avec les agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne, ainsi que la métropole du Grand Lyon. Quelques informations, donc avant de commencer, vous pourrez poser des questions si vous en avez dans l'onglet questions qui se trouve tout en bas à droite de votre écran. Il y a un onglet chat donc pour discuter et un onglet questions spécifique pour les questions. Donc, s'il vous plaît, mettez bien les questions dans l'onglet questions. On y répondra au fil de l'eau ou en fin de webinaire si ça nécessite un petit peu plus de temps. Voilà, maintenant que les règles sont énoncées, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, on est accompagné aujourd'hui de Vincent Félix, qui est spécialiste en récupération d'eau de pluie. Bonjour. Bonjour, dirigeant de la société Rain Ecopluie. Donc, il nous accompagnera aujourd'hui pour répondre à vos questions et puis apporter un petit peu de détails à la présentation. Rémi Gervais, ici présent également, conseiller environnement à la Chambre de métiers du Rhône, et moi-même, Alexis Lehir, conseiller environnement à la Chambre de métiers de Savoie. Voilà l'équipe avec laquelle vous ferez route aujourd'hui, et on va commencer tout de suite par se demander pourquoi est-ce qu'on vous parle d'eau finalement aujourd'hui. Pourquoi c'est un sujet qui revient sur le devant de la scène. Excusez-moi, je vois qu'il y a pas mal de bonjour dans le chat. Bonjour à tous, je croyais qu'il y avait déjà des questions, mais non, juste bienvenue à tous et on démarre. Donc pourquoi est-ce qu'on parle d'eau de pluie aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons est exprimée par cette devinette. Est-ce qu'on peut lancer le sondage? Alors, je vous propose, pour commencer gentiment, de répondre à cette devinette. Sur 100 gouttes d'eau qui s'évaporent depuis un océan, combien retombe sur la terre ferme? Alors, on va lancer le sondage. Hop. Alors, Rémi, le sondage est arrivé? C'est bon, le sondage est affiché à l'écran, oui. Ok, super. Donc, je vous propose de répondre et on va voir tout de suite quelles sont les réponses que vous nous proposez. Toc. Bon, sans plus attendre, alors en fait, on voit qu'on a pas mal de 50. Ça monte encore un petit peu, 40% de 50, un petit peu de 15, un petit peu de 7, et seulement 2 réponses pour le 1. Et donc, c'est bien en fait une goutte d'eau sur 100 ou 1% de la totalité de l'eau qui s'évapore depuis l'océan qui retombe sur la terre ferme. Donc, ce qui nous montre bien que l'eau, malgré son abondance, son abondance apparente, est finalement quelque chose qui peut être assez rare et donc intéressant à collecter. Bon, sur cette petite devinette, on va continuer sur des choses un peu plus sérieuses. L'état des nappes phréatiques, c'est une des raisons pour lesquelles on s'intéresse aussi au sujet de l'eau. Voici l'état des nappes au 1er septembre 2023. Donc aujourd'hui, la situation est bien meilleure en septembre 2024 du fait des précipitations exceptionnelles du printemps. Cependant, on a gardé cette carte-là puisque dès qu'il fait chaud et sec, c'est, comme vous le voyez, la quasi-totalité du territoire français qui est concernée par des niveaux bas, voire très bas, des nappes phréatiques. Donc, ça apporte des tensions sur le réseau d'eau potable et c'est des choses qui sont très probables. Il est très probable que ces choses-là se reproduisent à l'avenir et de plus en plus fréquemment. C'est donc un sujet qui a toute sa place aujourd'hui. Vous pouvez voir aussi que parmi les années les plus chaudes, les 2 avant-dernières étaient dans le top 2. 2022-2023 étaient les années les plus chaudes mesurées en France depuis 1900. Donc ça joue aussi sur la sécheresse, la disponibilité de l'eau potable. Et on a des territoires en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont particulièrement concernés par ces risques-là, du fait de leur géologie et géographie et de la pluviométrie, que sont la Drôme, l'Isère et l'Ardèche. Voilà pour l'état un petit peu des nappes phréatiques. Un exemple qui peut surprendre, mais qui peut faire prendre conscience aussi de l'état actuel des choses, c'est que déjà en 2022, lors de la sécheresse de 2022, il y a eu beaucoup de mesures compensatoires finalement qui ont été mises en place pour pallier à des ruptures d'approvisionnement en eau potable. Donc parmi ces solutions, vous voyez qu'il y a pas mal de distribution d'eau embouteillée
des ruptures totales pendant quelques jours et du citernage, donc l'apport d'eau potable via des citernes dans certaines communes. Donc c'est quelque chose qui existe déjà et qui est amené, en tout cas, si ça s'aggrave, à se répéter. Voilà, donc la sécheresse, c'est pas seulement un problème qu'on anticipe de très loin, c'est quelque chose qui est déjà palpable sur le territoire français et notamment Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour répondre à ces problématiques naissantes et de plus en plus importantes, l'État a mis en place un programme de sobriété hydrique avec un objectif de réduction de 10% de la consommation d'eau pour tous les secteurs, donc industriel, agricole, artisanal, etc. Et parmi ces objectifs, on a notamment le fait d'investir massivement dans la réutilisation des eaux usées et la mise en place d'une tarification progressive et incitative de l'eau. Ce qui va nous amener à la slide suivante. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous en avez. Dans l'onglet questions, c'est ouvert. Donc par rapport au prix de l'eau, on a une augmentation probable de 50% selon l'organisme France Eau Publique, qui est un consortium d'acteurs publics et privés de l'eau en France. La tarification progressive et saisonnière, c'est déjà quelque chose qui est mis en place dans certaines collectivités. On a Lyon notamment qui commence à tarifer en fonction du volume consommé. Donc à partir d'un certain seuil, on va payer plus cher notre eau. Et dans d'autres collectivités, ça peut être une tarification saisonnière. Donc comme avec l'électricité, on aura un prix hiver et un prix été. Sauf que ça sera l'inverse que pour l'électricité. L'eau sera plus chère en été et un petit peu moins en hiver. Pourquoi ça augmente? C'est notamment que derrière l'eau potable, il y a de l'énergie pour la traiter, pour la transporter et pour faire fonctionner les infrastructures. L'énergie qui sert également à la fabrication des réactifs. Donc voilà, c'est beaucoup de coûts qui augmentent comme dans beaucoup d'autres secteurs économiques et donc qui génèrent une augmentation a fortiori du prix de l'eau. Voilà. Et donc on peut voir la courbe de l'évolution du prix de l'eau depuis 1994. Si vous voulez parier sur une baisse, je suis prêt à parier tout de suite avec vous l'inverse. Voilà. Quelques données de prix un peu chiffrées. Il y a eu une augmentation notable de 5,5% en moyenne en France des tarifs de l'eau entre 2022 et 2023. Et ça peut aller jusqu'à 15% dans certaines villes qui ont subi des hausses importantes, notamment sur le bassin de l'Ardèche. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on vous parle d'eau aujourd'hui. Son prix est amené à augmenter et celui qui pariera à l'inverse est bien confiant, disons. Et je vais passer la main à Rémi pour la suite. Merci Alexis. Donc maintenant, on va voir pourquoi est-ce que c'est pertinent, vous, en tant qu'entreprise artisanale, de collecter donc de l'eau de pluie aujourd'hui. Donc Alexis a bien exprimé, il y a bien sûr un argument économique, mais également des arguments environnementaux à le faire. Donc tout d'abord, c'est permettre une économie de l'eau potable. Donc en récupérant l'eau de pluie pour des usages qui sont non potables comme l'irrigation, le nettoyage des sols, les sanitaires, ou encore certains processus de production qui ne nécessitent pas d'eau potable, on va diminuer donc la demande sur les réserves d'eau potable. Voilà, donc ça va permettre de préserver cette ressource qui, on l'a vu, donc est essentielle et très fortement demandée, surtout durant les périodes estivales. On va réduire également les consommations d'énergie qui sont nécessaires donc au traitement et au transport donc de l'eau potable. Ça va soulager donc les systèmes d'égout, les stations d'épuration. On va diminuer également le volume d'eau à traiter en cas de forte pluie, vu que vous allez la collecter, donc il y aura moins de quantité d'eau de pluie à traiter dans les stations, par exemple. Donc en gros, ça va réduire donc les coûts et les besoins donc de maintenance des infrastructures publiques. Un autre avantage également, donc, c'est réduire les inondations. On va limiter l'érosion des sols. L'eau ne va pas stagner sur un sol sec, notamment en été. C'est là où on voit de fortes inondations, car le sol est sec, l'eau ne s'infiltre plus. Donc, on va limiter également ce risque-là. Et donc, on va éviter aussi la surcharge donc des systèmes d'évacuation des eaux pluviales.
Et un dernier argument environnemental, c'est la préservation donc, des systèmes aquatiques, des écosystèmes aquatiques. Encore une fois, en limitant donc l'extraction excessive d'eau dans les nappes, dans les rivières ou dans les lacs. Voilà, on va maintenir donc des niveaux corrects et qui sont vitaux et cruciaux pour préserver la vie des écosystèmes tout simplement. Ensuite, concernant donc les avantages économiques, donc vous les connaissez probablement déjà, hein, mais c'est tout d'abord réduire la facture d'eau. Vous allez utiliser de l'eau de pluie, donc c'est pas une eau que vous allez tirer du réseau d'eau. Donc ça va grandement diminuer quand même votre consommation d'eau potable. Et donc ça va se traduire par une diminution de vos factures, hein, tout simplement. Un autre avantage économique, c'est également donc la protection contre la hausse des prix de l'eau. On l'a vu, Alexis l'a dit précédemment, mais il y a de très fortes chances que le prix de l'eau augmente. C'est déjà le cas dans certaines communautés de communes, dans certaines métropoles. Donc le fait d'avoir un système de récupération d'eau de pluie, ça va vous permettre de vous protéger, de vous prémunir hein, contre ces hausses de prix. Et ça va également réduire votre dépendance vis-à-vis de l'eau potable fournie par les réseaux publics. Et enfin, le dernier avantage économique, c'est un retour sur investissement plutôt rapide, hein, bien que l'installation initiale puisse représenter un certain investissement. Les économies réalisées sur les factures combinées avec les potentiels dispositifs d'aide financière peuvent permettre un retour sur investissement rapide, surtout dans les secteurs où l'eau est chère, voire limitée. Autre avantage donc pour vous, entreprise artisanale, à collecter l'eau de pluie, donc c'est de valoriser votre image de marque, que ce soit à travers des engagements écologiques, hein, donc en adoptant des pratiques durables comme la récupération d'eau de pluie. Donc vous pouvez renforcer tout simplement l'image de marque de votre entreprise en tant qu'entreprise éco-responsable. Ça peut attirer une certaine clientèle plus soucieuse de l'environnement et donc se traduire par un avantage concurrentiel. Ça peut également vous aider dans l'obtention de certains labels, certaines certifications écologiques qui valorisent la récupération d'eau de pluie tout simplement. Encore une fois, ça peut vous aider à vous différencier. Et surtout, un autre intérêt, c'est être autonome et sécuriser votre approvisionnement en eau. Donc vous êtes moins dépendant vis-à-vis du réseau public, vous avez votre source d'eau alternative, donc vous pouvez maintenir vos activités en cas de restriction d'eau ou de coupure. Voilà, donc ça vous assure une continuité de service. Et surtout, vous êtes mieux préparé face aux aléas climatiques et aux futures périodes de sécheresse et aux changements climatiques qui peuvent être parfois imprévisibles. Donc voilà, avec ce système de récupération d'eau de pluie, vous pourrez donc faire face à ces situations d'urgence parfois. Voilà. Ensuite, donc quels sont les potentiels usages que vous pouvez faire de l'eau de pluie. Donc tout d'abord, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer et entretenir. Donc nettoyer que ce soit vos véhicules, vos outils, vos équipements. Voilà, vous pouvez les utiliser pour ce type d'usage-là. Donc ça va réduire bien sûr l'utilisation d'eau potable. Attention cependant, il y a certaines normes, notamment pour les secteurs alimentaires, pour lesquels vous ne pouvez pas nettoyer bien sûr les équipements de production. Car l'eau de pluie, c'est une eau considérée comme non potable et elle est contaminée microbiologiquement à partir du moment où elle touche une surface. Donc pour les secteurs alimentaires, voilà, c'est pas possible d'utiliser pour laver les équipements. Également pour le lavage du linge, c'est autorisé, mais l'eau est soumise à contrôle qualité au moins 2 fois par an. Vous pouvez aussi utiliser l'eau de pluie donc pour les processus de production, donc que ce soit à travers le refroidissement des machines. Je pense notamment aux brasseurs, aux glaciers, ou encore voilà toute activité qui nécessite d'avoir un refroidissement continu des équipements. Donc vous pouvez utiliser de l'eau de pluie. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les mélanges de matériaux. Donc par exemple dans la maçonnerie, la construction, elle peut être utilisée pour la fabrication du mortier ou du béton par exemple. Ou encore dans certains processus de fabrication, donc comme la céramique, la teinture textile, vous pouvez en utiliser à partir du moment où elle respecte donc les standards de qualité requis. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les sanitaires, donc notamment pour les chasses d'eau. Donc si par exemple vous avez beaucoup d'employés, la chasse d'eau peut représenter donc un volume assez important au quotidien, donc à chaque fois 7 litres d'eau, 7 litres d'eau. Si c'est une eau de pluie, donc ça vous permettra de réaliser certaines économies. Et enfin, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour le nettoyage bien sûr des sanitaires et surtout l'irrigation. Si vous avez donc des plantes, des espaces verts, l'eau de pluie peut tout à fait être utilisée donc pour l'irrigation. Voilà, Alexis, je te laisse continuer à reprendre la main. Merci Rémi.
Donc maintenant qu'on a vu pourquoi ça pouvait être intéressant, on va voir plus concrètement comment est-ce qu'on récupère l'eau de pluie, de quoi on a besoin et quelles sont les contraintes et limites qui peuvent s'appliquer à cette récupération. Donc typiquement, on fait pas comme ça avec un parapluie, mais plutôt dans l'autre sens. Donc l'eau de pluie. Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. L'eau de pluie, c'est toute l'eau qui tombe du ciel? Non. D'un point de vue de la loi, l'eau de pluie, c'est l'eau qui tombe sur les surfaces inaccessibles. Donc ça va répondre peut-être à quelques questions qu'il y a dans le chat. Je vois toutes les questions qui passent. Il y en a, je pense on prendra le temps plutôt à la fin si jamais on répond pas par les slides qui vont venir. Donc voilà, d'un point de vue réglementaire, l'eau de pluie qui est récupérable et utilisable. Je parle surtout de Vincent, si tu l'utilises, n'hésite pas à me corriger. T'inquiète pas, pour l'instant c'est juste. Donc l'eau de pluie, c'est tout ce qui est sur les surfaces inaccessibles, donc en bleu sur le dessin, c'est celle-ci qu'on peut collecter. Tout ce qui va être accessible aux personnes, donc les terrasses, les balcons, les sols, les parkings, ça ne comptera pas dans l'eau de pluie. On appelle ça des eaux pluviales. Bon, la différence est subtile, je vous accorde, la sémantique est subtile, mais n'empêche que c'est important à savoir, puisque vous n'aurez pas le droit d'utiliser l'eau qui tombe sur votre terrasse, par exemple. Inaccessible, évidemment, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance. Voilà, on parle de surface de toiture, globalement. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour récupérer cette eau? Au minimum, on a besoin d'une toiture, une gouttière pour récupérer tout ça, canaliser tout ça, une cuve pour recevoir l'eau et une pompe pour ressortir l'eau de la cuve et l'utiliser. Ça, c'est l'équipement, je dirais, basique minimum si on veut juste peut-être arroser le jardin. Mais suffit amplement, ouais, clairement. Si on veut aller plus loin, il pourrait être intéressant de rajouter des grilles, des filtres, des traitements, éventuellement aux UV si on veut avoir de l'eau propre pour faire du lavage du linge, par exemple. On peut ajouter aussi un système de gestion intérieure si jamais on veut connecter les toilettes, par exemple, sur la cuve d'eau de pluie. Voilà l'équipement minimum. Maintenant, on va détailler un petit peu. Donc, parmi les toitures et les gouttières, on a différents matériaux, différentes inclinaisons et différentes formes. Donc, en fonction de ce que vous avez, vous aurez une quantité d'eau de pluie qui va varier, puisqu'il y a une certaine évaporation en fonction du type de toiture. Et là, peut-être que Vincent, tu peux nous préciser quel serait le meilleur type de toiture? Alors le meilleur type ou le pire, peut-être? Ouais, alors le pire, il y en a pas pour moi, mais forcément ils sont tous avantageux. Mais disons que le toiture a deux pans. Je dirais qu'on a un classique, je dirais dans une maison classique. Alors là, on va plutôt parler pour les artisans qui ont des toits un petit peu plats, forcément. C'est des bâtiments un petit peu dans les zones industrielles. Là, on a vraiment un pouvoir de récupération qui est assez important finalement parce qu'on a des grands volumes, des grands espaces, des grandes toitures évidemment. Donc forcément, on a je dirais un ratio de récupération d'eau de pluie qui est assez important. Ok, top, merci beaucoup. Et du coup, par exemple, sur les toitures, c'est sur les toitures inclinées, c'est ça qu'on récupère le plus d'eau de pluie? On récupère vraiment le plus sur les toitures inclinées, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, parce que du coup, il y a moins d'évaporation. Il y a moins d'évaporation puisque évidemment l'eau file directement dans la gouttière, directement dans la cuve aussi. Donc on a une rapidité, je dirais, au niveau de la récupération. Ok. Donc voilà, en fonction de cette évaporation, on peut descendre jusqu'à 40% d'évaporation si on a une toiture plate en gravier. Donc finalement, si on a 1 mètre cube d'eau qui tombe du ciel, on n'en récupérera que 600 litres. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsqu'on calcule nos besoins. Et tu parles pas des toits végétalisés aussi. Alors là, on est encore plus important au niveau de... Sur les toits végétalisés, on a moins de récupération, je dirais encore. Il y a moins de récupération parce que forcément on a les plantes qui plantes consomment un peu de l'eau qui tombe dessus. Forcément. Ok, donc voilà, ça dépend vraiment de votre toiture et c'est important en tout cas de bien dimensionner votre besoin et votre capacité à récupérer cette eau pour que ça soit adapté en tout cas à votre usage. Maintenant, on a la cuve qui est un peu l'élément central, un des éléments centraux du système. On a différents types de cuves. On peut les placer de manière aérienne ou de manière enterrée. Il y a différentes matières qui existent pour ces deux positionnements. À noter que un des côtés intéressants d'avoir une cuve enterrée, c'est que si jamais vous faites du refroidissement
vous pourrez avoir du coup une eau disponible à température relativement constante, entre 10 et 20 degrés, toute l'année. Donc ça peut vraiment présenter un des intérêts. Peut-être que Vincent, tu peux nous parler éventuellement des cuves aériennes. Alors les cuves aériennes, un petit peu, je dirais, il y a des avantages et des inconvénients. Alors évidemment, l'avantage, je dirais, c'est qu'on n'a pas besoin de creuser, donc il n'y aura pas forcément de pelle ou de pelleteuse pour mettre ça en place. Donc c'est un petit peu moins cher. C'est un peu moins cher forcément. L'inconvénient, je dirais, des cuves aériennes, toutes les cuves aériennes d'ailleurs, c'est en hiver forcément. Ouais. Il faudra vidanger ces cuves-là pour pas que ça gèle évidemment à l'intérieur. D'accord. En effet, parce que du coup le sol, oui, permet de garder une température constante et aussi d'éviter le gel. Exactement. L'avantage des enterrés, justement, c'est ça. Forcément, en hiver, on n'a pas de problème de saison, je dirais. D'accord. Que ce soit été, hiver, automne, enfin voilà, on n'a pas de. Alors évidemment, en automne, il y aura les feuilles, on devra faire attention, okay. Mais voilà, au niveau des températures, je dirais, en enterré, on est vraiment. D'accord. Donc à prendre en compte un petit entretien en plus annuel, probablement sur les cuves aériennes, oui. Pour éviter que ça gèle si vous êtes dans une zone soumise à des températures un peu extrêmes du côté du froid. De plus, merci Frédéric. En effet, les cuves aériennes favorisent le développement bactérien plus intense avec le soleil. Donc, en fonction de l'usage que vous en faites, ça peut avoir son importance. Tout à fait. Alors, ensuite, pour sortir cette eau de la cuve, on a plusieurs types de pompes. Les pompes immergées, les pompes de surface et les gestionnaires d'eau de pluie à la manière d'un surpresseur qui permettent une utilisation intérieure. Est-ce que, Vincent, tu peux synthétiquement nous dire rapidement la différence peut-être entre ces différents types de pompes? Alors, disons que les pompes immergées, je les utilise très particulièrement pour les arrosages un petit peu de jardin, des choses comme ça, extérieures. Pourquoi? Parce qu'on a forcément une cuve qui est enterrable, enfin qui est enterrée à l'extérieur de votre bâtiment. Donc, à ce moment-là, on peut directement mettre une prise de branchement d'arrosage, par exemple. L'avantage de la pompe immergée, je dirais qu'elle est au niveau bruit, c'est comme elle est forcément dans la cuve. Au niveau bruit, on a zéro bruit forcément. Okay. Alors que la pompe de surface peut avoir. Alors que la pompe de surface, voilà, si vous avez, alors je pense qu'il y en a qui vont être dérangés par ça, il y en a qui sont absolument pas dérangés par le bruit, mais voilà. On a ces petites subtilités, je dirais, avec la pompe immergée finalement, qui marche aussi bien qu'une pompe de surface évidemment, mais qui aura juste un petit problème, enfin pas de bruit en tout cas. Ok, ça marche. Et du coup, du côté du gestionnaire d'eau de pluie. Alors, gestionnaire d'eau de pluie, là on est carrément dans un petit peu la gamme un peu au-dessus, je dirais, des surpresseurs, des pompes de surface ou des pompes immergées, en sachant qu'on a toujours une pompe qui est un surpresseur sur un gestionnaire d'eau de pluie. Mais vous avez une petite différence où là vous allez pouvoir gérer automatiquement votre eau de pluie, c'est-à-dire que vous allez consommer de l'eau de pluie, forcément pour vos toilettes ou laver vos voitures ou des choses comme ça, mais si la cuve elle est vide, automatiquement en fait ça bascule, comme c'est indiqué d'ailleurs, si vous très bien noté d'ailleurs. Le basculement se fait automatiquement, voilà. Donc c'est un gestionnaire qui gère un petit peu tout automatiquement, donc vous avez absolument rien à vous occuper vous. Ce que vous n'allez pas faire forcément sur une pompe de surface, vous allez devoir l'enclencher ou l'arrêter. Alors la pompe immergée, oui et non, c'est-à-dire que là on a des pompes immergées maintenant, on a justement un contrôle matique qui est intégré à la pompe immergée où là vous branchez vos tuyaux d'arrosage, vous arrosez, vous débranchez vos tuyaux d'arrosage, la pompe s'arrête automatiquement. D'accord. Donc là vraiment c'est un petit avantage aussi, je dirais, par rapport aux autres, mais le gestionnaire d'eau de pluie vraiment il est beaucoup plus complet. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment le gestionnaire d'eau de pluie permet aussi d'être en cohérence avec les obligations réglementaires, puisque dès qu'on va faire une utilisation intérieure, si vous avez un réseau d'eau de pluie, il faut absolument qu'il soit totalement déconnecté et que ça soit impossible qu'il se mélange avec le réseau d'eau potable publique. Donc pour réaliser ça, il y a notamment ces gestionnaires-là qui intègrent dans leur conception une séparation physique des deux réseaux. Donc on peut finalement connecter les deux réseaux sur cette machine-là, mais ça garantit la séparation des réseaux et d'être en conformité avec très important, effectivement. C'est ça. Ok. Et il faut qu'elle soit dimensionnée évidemment en fonction du débit qu'on a besoin. Alors petite précision, juste Alexis, pardon. Ouais. Évidemment, le gestionnaire d'eau de pluie doit être
à l'intérieur, évidemment, donc pas à l'extérieur, Okay. parce qu'avec une pompe de surface ou une pompe immergée, évidemment, elle sera à l'extérieur, mais Ouais. voilà, ça c'est la petite subtilité aussi, il faut que ce soit forcément Ça, protégé c'est du gel, ouais. forcément Parce que installé en intérieur. le petit bac noir finalement qu'on a en dessous de la pompe, Ouais. ben, c'est de l'eau potable, je dirais, qui est dedans, D'accord. qui va faire le basculement, je dirais, quand vous avez plus Ah oui, d'eau donc de si pluie. ça gèle dedans, Donc faut pas que ça gèle, évidemment. c'est perdu. On est d'accord. Merci Voilà. Vincent. Hop, sur les pompes, on est bon. Tout à fait. Disconnecteur contrôlable obligatoire. Nous avons des gens qui s'y connaissent pas trop mal Ouais, je vois ça, en ouais. pluie dans l'assemblée. C'est bien. Donc une fois cette eau pour l'utiliser, l'idéal c'est quand même de la filtrer un petit peu, de l'épurer un peu avant utilisation, puisque l'eau de pluie peut être contaminée ou présenter des matières en suspension. Donc on a plusieurs types de filtres, des médias filtrants de toute taille, notamment en polymère plastique, des filtres à charbon actif, du sable, de la pouzzolane même, si vous connaissez. À noter que l'eau de pluie ne nécessite pas de traitement contre le calcaire, donc ça peut être intéressant. L'eau de pluie, typiquement pour laver les voitures, est plutôt une bonne option, puisque ça permet de pas laisser de traces et est plutôt appréciée dans les usages où on essaye d'éviter d'avoir du calcaire. Est-ce que Vincent, tu peux nous parler un petit peu des filtres? Mais justement, là, j'allais un peu rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que maintenant, les stations de lavage, même que tu rencontres, les nouvelles stations de lavage, ouais. elles prennent en compte justement cette eau de pluie aussi de plus en plus dans leur utilisation, je dirais. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, vous allez forcément avoir une cuve de récupération, je dirais, sur les stations de lavage. D'ailleurs, il y en a qui font la pub un petit peu là-dessus, en indiquant au-dessus de leur station de lavage, lavez votre voiture à l'eau de pluie, justement. Donc, on a beaucoup de personnes finalement qui se rendent compte, qui prennent conscience, je dirais, que l'eau de pluie un petit peu qui arrive sur leur toit, qui part un petit peu comme ça dans les tuyaux, forcément la récupérer et l'utiliser. Et alors typiquement, si par exemple je veux utiliser mon eau de pluie pour faire du nettoyage de mes sols, tout à fait. Qu'est-ce que j'aurais besoin en termes de filtre Alors, faut savoir finalement que moi, quand je fais des installations maintenant chez des particuliers ou même chez des entreprises, évidemment, mais il y aura forcément un filtre en inox un petit peu en première partie, je dirais. Alors, première partie, c'est-à-dire avant la cuve. Avant la cuve, déjà, on a déjà des premiers filtres, hein, c'est-à-dire les descentes de gouttières, voilà, exactement, les descentes de gouttières, je vais déjà mettre des filtres à feuilles. Des choses comme ça. À l'entrée de la cuve, forcément, il y aura une première filtration. On aura un panier filtre, je dirais, qui va récolter un petit peu toutes ces eaux, même si les feuilles passeraient peut-être à travers mon filtre feuille, se retrouverait dans ce panier-là. Il faudra nettoyer évidemment de temps en temps. Ça, c'est la seule difficulté, je dirais, qu'on aura besoin de faire. Mais voilà. Mais ensuite, évidemment, à la sortie de pompe, je dirais, là, je rajouterai un petit peu ce que tu as indiqué un petit peu là. C'est ces filtres-là, finalement, qui vont permettre d'avoir une eau adaptée pour le nettoyage. Voilà, justement. Ok. Attention, on ne potabilise pas l'eau, hein, on est d'accord, c'est interdit. On ne potabilise, on n'a pas parlé de potable. Mais voilà. Non, mais pour ceux qui se poseraient la question que est-ce qu'on pourrait potabiliser cette eau-là, alors attention, même si on met des filtres UV ou des choses comme ça, on ne pourra pas la potabiliser. Voilà. Tout à fait. On ne pourra pas la potabiliser malgré ce qu'on est en train de vous présenter là. Donc les traitements UV. En fait, pour l'utilisation du lave-linge, si vous voulez utiliser de l'eau de pluie pour laver votre linge, c'est possible, mais comme l'a dit tout à l'heure Rémi, il faut répondre à des critères de qualité A+, comme ils sont désignés dans le texte de loi. Et ces critères de qualité A+, sont atteignables à l'aide de traitements UV. Donc si jamais vous voulez l'utiliser pour le lavage du linge, on vous conseille fortement de passer par un traitement UV qui permet d'être serein sur le fait de passer les 2 tests chaque année sur la qualité de l'eau que vous utilisez, la qualité de l'eau de pluie que vous utilisez. Donc voilà, globalement, c'est quelque chose qui est très efficace. C'est 99,9% des bactéries virus qui sont éliminés. À savoir qu'une lampe de 30 watts, c'est suffisant pour un débit de 30 litres minute. Donc, comme c'est inscrit en dessous, à peu près 5 robinets standards ouverts en même temps. En fonction de vos besoins, il faut le calibrer. Toujours est-il que pour 30 litres minute, le fonctionnement d'électricité, le coût de l'électricité chaque année pour le faire fonctionner, ça sera 52 €. Donc c'est quelque chose qui est relativement acceptable, je dirais, d'un point de vue financier. Et on va passer sur les questions d'installation et d'entretien avec Rémi.
Voilà, merci Alexis. J'ai vu quelques questions donc passer dans le chat sur la réglementation et la facturation. Donc justement là, ces petits slides là qui vont venir vont permettre de faire un petit focus là-dessus. Je précise juste que ce sera bien sûr au cas par cas, hein. Tout ce qui est facturation, ça dépendra également de votre gestionnaire d'eau, mais on reviendra là-dessus juste après. Donc tout d'abord sur les étapes d'installation et d'entretien de votre système de collecte d'eau de pluie. Donc les premières étapes sont les plus importantes, ça va être ce qui va consister à analyser votre besoin en eau. Pour quels usages l'eau de pluie sera utilisée? Est-ce que ce sera pour l'arrosage, pour le nettoyage, pour le sanitaire, pour la production, le refroidissement, etc. Voilà, ce qui va être important, c'est de déterminer vraiment la quantité d'eau estimée que vous aurez besoin. Ensuite, on pourra donc évaluer votre potentiel de collecte d'eau de pluie. Donc ça va dépendre de plusieurs facteurs. La surface de votre toiture, le volume moyen des précipitations locales. Vous allez collecter un volume différent, hein, selon votre implantation géographique. Et surtout, on l'a vu, donc ça a été cité précédemment, mais l'inclinaison de la toiture avec le type de matériau utilisé. Donc ça va vraiment impacter votre potentiel de collecte d'eau de pluie. Donc pour ces deux premières étapes-là, je le rappelle, mais la Chambre des métiers peut vous accompagner. On verra par la suite, on a un diagnostic qui peut vous permettre d'y voir plus clair sur ces premières étapes. Et donc, selon votre besoin et le potentiel de collecte, ensuite, vous pourrez donc être amené à choisir les différents équipements cités précédemment. Voilà, selon donc vos besoins, mais aussi vos capacités de financement. Ensuite, il y a des règles d'entretien sur ces équipements-là. Donc, comme ça a très bien été cité, mais il faut bien sûr nettoyer régulièrement, que ce soit donc les gouttières et les filtres, afin d'éviter les obstructions. Voilà, remplacer les filtres également, hein, pour maintenir une qualité d'eau optimale. Faut bien sûr vérifier le réservoir, l'inspecter régulièrement pour éviter des potentielles fuites ou contaminations. S'assurer aussi qu'il soit bien couvert, afin d'éviter, donc bien protéger la lumière, afin d'éviter la prolifération d'algues, l'entrée de débris ou encore voilà la prolifération de certaines bactéries. Et bien sûr un entretien régulier par un professionnel pour la pompe et également le réseau de distribution. Voilà, s'assurer qu'il fonctionne efficacement, et effectuer donc les réparations et remplacements en cas de besoin. Ensuite, concernant donc la réglementation et les normes, donc ça, les systèmes donc d'eau de pluie, bien sûr, doivent être absolument séparés. Enfin, le réseau d'eau de pluie doit être totalement séparé donc du réseau d'eau potable afin d'éviter toute contamination. Voilà, donc lorsque l'eau de pluie est également utilisée pour des usages industriels qui peuvent poser donc certains risques pour la santé, il y a des tests de qualité de l'eau qui sont exigés, voilà, afin de s'assurer qu'elle ne contient pas donc de contaminants dangereux. Et dans certains cas, donc la récupération d'eau de pluie doit être déclarée aux autorités locales, qui peut exiger certains contrôles, voilà, spécifiques ou même voire des contrôles réguliers, afin qu'ils soient donc voilà conformes aux normes en vigueur. Dans tous les cas, on vous invite à vous rapprocher donc de votre mairie et de faire une déclaration d'usage, notamment si vous rejetez donc de l'eau dans les réseaux d'assainissement collectif. Au niveau des normes aussi, donc il y a des normes techniques sur la construction par exemple. Donc bien sûr, les cuves de récupération d'eau de pluie doivent respecter donc les normes de construction en vigueur, donc notamment celles relatives à la stabilité des structures par exemple, l'étanchéité des réservoirs et également la sécurité des installations électriques vis-à-vis de l'eau, donc si jamais il y a une pompe qui est utilisée par exemple. Aussi, l'installation donc doit prévoir un trop-plein connecté à un réseau d'évacuation, donc en cas d'abondance d'eau pluviale pour éviter les inondations. Au niveau des fils, donc ils doivent bien sûr éliminer tout ce qui est débris, feuilles et autres contaminants avant que l'eau ne soit stockée. Les réservoirs, eux, doivent être étanches, je le rappelle, étanches et protégés contre la lumière. Ils doivent être également munis de dispositifs de sécurité pour empêcher l'entrée d'animaux ou de débris. Et bien sûr, donc bien identifier les circuits. Donc les circuits destinés à l'eau de pluie doivent être clairement identifiés avec un code couleur, par exemple pour éviter donc toute confusion donc avec les circuits d'eau potable. Hop, au niveau de la facturation donc liée aux assainissements et aux rejets, donc comme je l'ai dit, si vous avez donc des rejets directs aux égouts, il n'y a pas besoin donc d'autorisation de déversement si vous êtes assimilé de domestique, ce qui est le cas pour pas mal d'activités artisanales.
En revanche, si c'est pas le cas, il vous en faut une auprès de votre collectivité. Dans tous les cas, je le rappelle, mais vraiment prendre connaissance donc du règlement d'assainissement de votre collectivité pour connaître les règles en vigueur. Selon le gestionnaire d'eau, il y a des règles qui peuvent être différentes, qui peuvent être particulières. J'ai vu dans le chat que certaines communes n'autorisaient pas la collecte d'eau de pluie car les cours d'eau étaient trop secs. Ça peut être le cas. Je prends l'exemple de la métropole de Lyon aussi. Il y a une obligation de déconnecter une certaine quantité des eaux pluviales du réseau d'assainissement et les rejeter directement donc dans des espaces verts par exemple. Voilà, il y a des règles qui peuvent différer selon le secteur. Aussi, selon votre activité, si possible, privilégiez l'utilisation de matières premières bio ou de produits de nettoyage qui sont écolabellisés. Donc ici, il y en a quelques-uns qui sont cités, donc Écolabel, NF européen, Cosmos organique. Ça permet donc de tout simplement limiter l'utilisation donc de matières dangereuses, de produits dangereux, qui sont difficilement donc traités, qui coûtent assez cher à la collectivité dans le coût du traitement des eaux justement. Donc, dans la mesure des cas où c'est possible, privilégier vraiment donc ce type de matériau-là, enfin ce type de produit-là. Et concernant donc la facturation, donc pour rappel sur une facture d'eau, c'est séparé en 3 parties. Hein. Vous avez vraiment la partie l'eau potable que vous allez tirer du réseau d'eau. Vous avez une partie liée également à la collecte et à l'assainissement. Donc c'est tout ce que vous allez rejeter dans le réseau d'eau usée, et une partie liée aux taxes, donc pour tout ce qui est entretien et fonctionnement donc du système d'eau tout simplement. Et donc, comme ça a été cité dans les commentaires, mais des fois, tout ce que vous allez rejeter en fait dans le réseau d'eau, vous allez devoir le payer. Donc, c'est possible que même si vous collectez de l'eau de pluie, vous avez quand même cette quantité d'eau de pluie alors que vous consommez pas d'eau potable. Vous allez quand même devoir payer une facture d'eau donc liée à l'assainissement, à vos rejets et aussi donc aux taxes parce que vous allez utiliser donc le réseau d'eau public. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Je laisse Alexis reprendre la main donc pour présenter donc différents projets de récupération d'eau de pluie. Alexis, si tu peux remettre ton micro. Oui, excuse-moi. Alors, du coup, on va vous présenter quelques exemples de projets de récupération d'eau de pluie dont Monsieur Félix va vous parler. Donc, on a notamment un projet dans un EHPAD à Lyon. Donc, on a un EHPAD à Lyon, justement, qui m'a contacté pour un projet de récupération d'eau de pluie. En fait, ils ont un bassin d'orage qu'ils utilisaient, évidemment, quand il y a beaucoup d'eau, évidemment, quand il pleut. On récolte un petit peu toute cette eau-là, finalement, dans un bassin d'orage qui fait plus de 100 mètres cubes. Donc, c'est un volume qui est assez important. Donc, moi, quand j'ai visité un petit peu l'installation, j'ai vu ce bassin d'orage, finalement, on avait de l'eau qui était stockée, qui était stockable, un petit peu comme ça. Sans utilisation, moi, voilà, je leur ai tout de suite, évidemment, proposé un gestionnaire d'eau de pluie, justement, pour pouvoir l'utiliser. Alors, évidemment, pour l'instant, on en est dans la phase d'arrosage extérieur, c'est-à-dire ils ont un grand parc un petit peu pour les personnes âgées qui sont là-bas, justement, pour puissent se promener, évidemment. Donc, on est là pour un petit peu arroser un petit peu tout cet ensemble-là avec de l'eau de pluie. Ok. Et peut-être des perspectives à l'avenir, s'ils ont des grands volumes, peut-être de connecter les sanitaires. Justement, ouais, c'est ce on en a parlé, évidemment. Hein. J'aurais proposé, évidemment, un système qui est un petit peu malléable, je dirais. C'est-à-dire que, pour l'instant, on va l'utiliser pour l'eau extérieure, je dirais, pour l'arrosage, mais par la suite, finalement, alors j'ai dimensionné les pompes un petit peu plus importantes. On est à 6 mètres cubes heure, justement. J'aurais dimensionné ça, justement, pour qu'on puisse, à l'avenir, je dirais, l'utiliser pour des choses un petit peu plus importantes, comme les toilettes, ou voilà, des choses comme ça. Le nettoyage des voitures, du sol, évidemment, aussi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est complètement possible un petit peu à la fin. Donc, là, un petit peu le diagramme, je dirais, que vous voyez un petit peu là, finalement, c'est justement les couvertures des besoins. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un client, finalement, ou une entreprise qui a besoin de récupérer de l'eau de pluie, justement, j'ai ce programme-là qui me donne un petit peu une base sur laquelle je vais partir, finalement, pour dimensionner la cuve, surtout, et puis surtout voir un petit peu les besoins qu'ils ont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser. Alors moi, j'aime bien ma première question, finalement, que je pose un petit peu quand je vais voir des clients, finalement, c'est de qu'est-ce que vous voulez en faire de cette eau-là. Donc, je sais qu'on a forcément un pouvoir de récupération d'eau de pluie. Tout le monde en a un, évidemment, sur un bâtiment, mais voilà. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Donc, par rapport à ça, évidemment, après, moi, je peaufine un petit peu tout ça. Donc, c'est pour ça que, comme tu disais, un accompagnement professionnel un petit peu, c'est important aussi.
Tout à fait. Donc ça permet de faire l'articulation c'est entre la pluviométrie, Exactement. les besoins Ouais, tout à fait. et la taille de la cuve en fonction de Exactement. comment C'est-à-dire que elle va se remplir. le programme, tu peux le diagramme que tu montes là, finalement, c'est tiré de mon programme un petit peu qui va donner la pluviométrie sur Annecy, par exemple, comme on est à Annecy. Sur toute l'année, on a une donnée. Qu'est-ce que c'est mon pouvoir finalement de récupération d'eau de pluie? Combien je vais récolter chaque année? Surtout, voilà, combien je vais économiser, évidemment. Mais voilà. Mais par rapport à ça, évidemment, je vais leur dire, ben voilà, vous avez 1, 2, 3 ou 10 toilettes. Consommation d'un toilette. Alexis? Consommation d'un toilette, consommation par personne en tout cas. Par personne. Pour un employé du tertiaire, c'est 40 mètres cubes annuels. Ouais. Exactement. Tout à fait. Donc, faut savoir qu'un toilette, finalement, c'est entre 6 et 9 litres. Une chasse d'eau. Une chasse d'eau. Alors, évidemment, moi, je pars toujours sur le principe que une personne par jour, c'est 30 litres. C'est entre 25 et 30 litres d'eau, juste pour les toilettes, hein, je parle. Donc, voilà, c'est une moyenne, évidemment. Donc, je pars un petit peu là-dessus aussi pour, je dirais un petit peu surdimensionner un petit peu la cuve. Pas trop non plus, mais voilà, ce programme-là, finalement, m'aide aussi à dimensionner au plus juste, je dirais, le dimensionnement d'une cuve et de son installation, évidemment. Donc, super. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et on a un deuxième projet qui est en cours. Si ouais, clairement. Alors, celui-là, il est en cours aussi. Donc là, pareil, là, vous avez un petit peu une très belle surface de toiture. Donc là, on a vraiment un usage multiple. Donc là, pareil, je suis allé voir, c'est une entreprise qui a plus de 25 salariés. Okay. En atelier, hein, je parle. Hein. Donc on a 5 toilettes hommes et 5 toilettes femmes. Donc là, on est sur un arrosage, lavage des sols, lavage des véhicules et les toilettes évidemment. Donc là, on a vraiment on joue vraiment sur toute la panoplie, je dirais, de ce qu'on peut utiliser en eau de pluie. D'accord, ils font le maximum entre ils veulent le maximum en tout cas. Ils veulent le maximum, donc c'est ce que je vais leur proposer. Très bien. Et s'il n'y a pas de secret, peut-être que vous pouvez nous dire la surface de toiture et puis peut-être le volume qui a été mis en récupération. Ouais, ça pourra peut-être donner une indication. Tout à fait, ouais, clairement. Alors évidemment, j'ai mes petits chiffres qui sont devant moi. Donc je veux pas tricher évidemment, mais alors évidemment, moi je suis parti évidemment sur 25 salariés, donc sur 227 jours travaillés dans l'année. Ouais. Évidemment, j'ai comptabilisé ces 30 litres. On est sur 170 mètres cubes d'eau utilisée chaque année. Ouais. Donc déjà, vous dites 170 mètres cubes. Juste pour les toilettes. Juste pour des toilettes. C'est déjà pas mal finalement. Alors j'ai évidemment pas rentré en compte les lavages des sols. On est sur une surface aussi. J'ai calculé finalement entre 68 mètres cubes, pardon, ouais. Pour le lavage des sols, arrosage et tout ça, je le compte aussi un petit peu là-dedans. Okay. Donc voilà. Et du coup, pour répondre à leurs besoins, là, ils ont une toiture de combien de mètres carrés? Alors là, comme vous pouvez voir, moi je suis parti sur une surface de 1500 mètres carrés. Il y a 1500 mètres carrés disponibles. Évidemment, sur les 1500 mètres carrés de toiture, forcément, on va enlever un petit peu l'évaporation, comme tu as pu l'expliquer, Alexis. Donc là, sur 1500 mètres carrés, finalement, moi je pars sur 1300 à peu près mètres carrés de surface utile, je dirais, en récupération d'eau de pluie. Ok. Et en termes de cuve, du coup, alors là, pour une taille comme ça, c'est quoi? C'est 10 mètres cubes, c'est 20 mètres cubes, c'est 30. Alors évidemment, comme je parlais tout à l'heure, si on veut faire tous ces usages-là, évidemment, alors on part du principe finalement, c'est pour ça que j'ai ce programme-là qui m'aide assez finalement sur la pluviométrie et tout ça. Donc forcément, là on est parti sur une cuve de 20 mètres cubes. D'accord. La cuve. Alors c'est une cuve qui va ressembler un petit peu. Alors j'aime bien montrer un petit peu les maquettes. J'aime bien voir un petit peu, voilà. Donc c'est une cuve un peu plate finalement. Donc on a moins besoin de terrasser, des choses comme ça. Mais voilà, on est parti sur une cuve que je viens de vous montrer de 20 mètres cubes. Justement, on part du principe qu'elle va se remplir. Ils vont la vider pendant la période de l'année. Évidemment, il y a des périodes où ils seront pas là, ils seront en vacances. Donc là, pareil, je rentre ça en compte un petit peu aussi dans mon programme. Et puis voilà, on est parti sur une 20 mètres cubes, 1300 mètres carrés, 25 personnes. 25 personnes. Hein, voilà à peu près les grands chiffres de ce projet-là. Surtout, peut-être vous permettre d'imaginer. Ouais, le chiffre, moi, qui m'interpelle le plus, finalement, c'est 170 mètres cubes d'eau utilisée pour les toilettes. Ouais. Finalement, j'aime bien l'expliquer ça à chaque fois à mes clients, c'est que vous tirez un toilette, c'est un pack d'eau que vous achetez au magasin, vous le jetez un petit peu. C'est une belle métaphore. C'est une belle métaphore. C'est vrai que oui, sur une chasse d'eau de 9 litres, c'est exactement un pack d'eau. C'est exactement ça. Tout à fait. Qui part, alors qu'on pourrait utiliser l'eau de pluie, évidemment. Merci Vincent. Merci. Donc on arrive à
voilà, au terme de cette présentation, la Chambre de métier peut bien sûr vous accompagner sur ces sujets. Donc, on a notamment un diagnostic sur la partie eau du point de vue sobriété hydrique. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de se rencontrer pour étudier vos consommations poste par poste, proposer des économies chiffrées et éventuellement vous accompagner dans les projets que vous auriez pour essayer de trouver un financement, sélectionner une solution technique ou tout autre besoin que vous auriez. Donc voilà, n'hésitez pas, cette prestation elle est prise en charge totalement par la Chambre de métier et les agences de l'eau. Vous pouvez contacter la Chambre de métier sur tout le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes pour bénéficier de cette prestation qui vous permettra de mettre un premier pied ou peut-être un deuxième, dans la sobriété hydrique de votre entreprise. La Chambre de métier peut également vous accompagner sur d'autres sujets. La Chambre de métier, c'est votre chambre. Elle est là pour vous aider sur les sujets sur lesquels vous pouvez avoir des besoins, donc notamment l'environnement, avec les questions d'énergie qui ont été très importantes l'année dernière, mais qui continuent de l'être, la mobilité, les déchets. Il y a tout un pôle alimentaire également à la Chambre de métier qui est là pour vous épauler sur les questions de formation, d'hygiène, hygiène alimentaire, réglementation, etc. Vous pouvez avoir des rendez-vous aussi avec des experts du secteur. On a également un pôle ressources humaines qui peut vous aider sur la gestion de vos salariés, le recrutement, les contrats d'apprentissage et autres besoins liés à ça. Voilà, donc vous avez nos contacts en bas, vous avez également les contacts de la Chambre de métier que vous pourrez trouver facilement sur Internet, votre Chambre de métier locale, votre antenne locale. Mais sachez que voilà, la Chambre de métier Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas, propose uniformément ces prestations à l'ensemble des entreprises artisanales sur le territoire de la région. Vous avez les coordonnées de chacune des antennes qui s'affichent à l'écran et on va peut-être prendre du coup ce temps qui nous reste, ce petit quart d'heure, pour essayer de regarder les questions. Il y a un petit sondage, Alexis, si jamais, donc pour les accompagnements. Pardon, vas-y Rémi. Le petit sondage à publier. Oui, tout à fait. Alors, autant pour moi, si vous souhaitez être contacté, on vous propose de répondre à ce petit sondage. Comme ça, voilà, on pourra revenir vers vous si vous souhaitez être contacté donc concernant l'eau, l'énergie ou tout autre besoin. N'hésitez pas donc à cocher la case. C'est ça. Il vous suffit de cliquer et comme on a déjà vos adresses mail, on saura vous retrouver et on prendra contact avec vous si vous avez des besoins sur ces aspects-là. Voilà. N'hésitez pas. On va peut-être regarder du côté des questions. Oui. Alors, on va prendre celles dans l'onglet chat d'abord qui sont arrivées un petit peu au fil de l'eau. C'est ça, onglet chat. Alors, est-ce qu'il est possible de collecter l'eau sur n'importe quel terrain, agricole, artisanal, selon la législation du plan local d'urbanisme? Alors, c'est une autre question. J'imagine que c'est en fonction des plans locaux d'urbanisme. En effet, les collectivités peuvent vous limiter sur sur la récupération d'eau de pluie en fonction de la localité, comme ils le font à Lyon ou ailleurs. Donc c'est possible. Je pense que c'est des règles qu'il faut consulter en local et qu'il faut voir directement avec la collectivité. Comme le fait aussi d'interdire la collecte d'eau de pluie, certaines communes peuvent peut-être se réserver le droit de l'interdire si jamais donc il y a, je ne sais pas, proximité d'un cours d'eau ou voilà un fort risque de sécheresse aussi. C'est vraiment au cas par cas, selon votre localisation tout simplement. C'est bien possible, mais ça devrait, enfin ces situations-là devraient être l'exception. Oui, elles sont plus rares, évidemment. Globalement, ça doit être autorisé à peu près partout. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? La collectivité peut-elle refuser de récupérer les eaux usées? Notre eau de pluie n'aura pas été vendue. Alors, la collectivité, pour moi, ne peut pas refuser. Par contre, il est obligatoire d'installer un compteur. Si vous faites une utilisation intérieure de l'eau de pluie et que vous la rejetez au réseau d'assainissement, il faut absolument avoir un compteur et ce compteur-là peut être utilisé par les services de la ville, les services de gestionnaires des eaux,
pour éventuellement vous facturer l'assainissement ensuite. Alors, aujourd'hui, toutes les collectivités ne sont pas organisées encore pour mettre ça en place, mais en tout cas, la règle est celle-ci. Vous devez être en capacité de compter votre consommation d'eau de pluie qui est rejetée au réseau pour que les services d'assainissement puissent vous facturer. C'est une des règles. Après, entre la règle et l'application concrète au 25 septembre 2024 dans toutes les collectivités de France, je pense que ça doit être assez hétérogène. Alors, message d'incomplet. Donc, la facturation des services des eaux, ça, ok, on vient de répondre. Enfin, j'espère. Sur le sondage, Jean-Luc Bouvier, on vous rappellera, il n'y a pas de souci, on reprécisera le besoin avec vous. Alors, excusez-moi, je remonte. Moi, j'ai vu des questions sur les dispositifs d'aide, excuse-moi. Dispositifs d'aide, donc oui, il y en a de l'agence de l'eau, mais il y en a également il y a des dispositifs locaux en fonction des communes et également de la région pour tout ce qui est agencement de votre point de vente, de votre entreprise. Au niveau de la métropole de Lyon, il y a aussi des dispositifs d'aide pour tout ce qui est projet qui permettent de réduire les consommations, que ce soit d'eau ou d'énergie. Donc, c'est des dispositifs qui peuvent se coupler aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important, je le rappelle, mais n'hésitez pas à nous contacter pour être tenu informé des dispositifs d'aide qui existent. Il y en a beaucoup qui se créent, qui se modifient. Ça évolue constamment, donc l'eau peut être prise en compte dans certains d'entre eux en tout cas. Tout à fait. Merci Rémi. Alors, existe-t-il des initiatives publiques ou des programmes de soutien pour nous aider à mieux communiquer sur ces actions, voire à créer un label dédié à la gestion responsable de l'eau? Des initiatives publiques ou des programmes de soutien pour vous aider à mieux communiquer sur ces actions, disons que le programme de sobriété électrique de la Chambre de métier peut être l'occasion de faire un diagnostic, de constater que vous avez entre guillemets une gestion de l'eau qui est exemplaire, et ensuite la mettre en valeur. Nous, c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire avec vous, de vous accompagner pour faire ces choses-là. Par contre, je ne vois pas aujourd'hui d'autres programmes directs. Et en termes de labels, ce sera plus en fonction du métier, les labels. Par exemple, la coiffure, gestion durable de l'eau, ou plus des labels plutôt type alimentaire, il y en a aussi. Mais ouais, ce sera plus en fonction du type de métier, je dirais. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le jardin, alors Alexia nous disait, pour le jardin, il existe des systèmes sans pompe qui permettent d'utiliser l'eau de pluie avec des réserves de surface. Donc en effet, pour le jardin, on peut faire sans. Là, c'est vrai qu'on est parti sur une supposition d'utilisation qui allait peut-être un peu plus loin que ça pour une entreprise artisanale, donc avec potentiellement des utilisations directement liées au métier, comme le nettoyage ou le refroidissement. Alors, question de Béatrice. Alexis, est-ce que, quand on est une auto-entreprise et qu'on travaille à la maison, est-ce qu'on a le droit de bénéficier de l'accompagnement diagnostic eau, je suppose? Alors, vous êtes une micro-entreprise, je dirais que ça dépend de votre secteur d'activité et de votre consommation d'eau. Si votre consommation est très importante, que vous avez des factures et que vous êtes à peu près qu'on peut à peu près séparer votre utilisation domestique, on peut voir ce qu'on peut faire. En tout cas, vous pouvez nous contacter. Si c'est pas le diagnostic eau, on pourra faire quelque chose de éventuellement plus léger si c'est pas adapté. En tout cas, si vous avez envie de travailler sur ce sujet-là, contactez-nous et on trouvera le moyen de faire quelque chose ensemble pour avancer sur la sobriété hydrique. Pas de souci là-dessus. Alors, la séparation des eaux en amont, mais pas pour les eaux grises, ça j'ai pas compris. A-t-on le droit de boire de l'eau de pluie? Alors non. Il est interdit de boire de l'eau de pluie. Ce n'est pas de l'eau potabilisée. Non, surtout pas. Pour les eaux grises, Alexis, je crois que pour les eaux grises, si je comprends bien la question, il faut bien séparer donc les circuits d'approvisionnement eau potable et eau de pluie. Mais par contre, pour les rejets, elles peuvent se mélanger. Oui, ok, tout à fait. Dans ce sens-là, ouais. Les réseaux d'approvisionnement doivent être séparés. Le réseau d'assainissement peut être le même. Ouais, mais je pense qu'il parlait des eaux grises. Tu vois. Les eaux grises, c'est autre chose encore. C'est le troisième type d'eau finalement qu'on peut avoir, qu'on peut rejeter, je dirais. Ouais. On a les eaux claires, on a les eaux usées, et puis on a les eaux grises. Les eaux grises, finalement, c'est les eaux de lavabo, tu vois. Ouais. La douche, par exemple aussi, tu vois, c'est pas une eau elle est usée évidemment puisque tu t'es lavé avec, mais
elle est pas complètement sale, tu vois. Donc c'est vrai que ça c'est bien dit, mais dans certains pays, tu as le droit de réutiliser. Je pense que c'est ça qu'il voulait parler. Alors, je pense qu'en France, on aimerait bien faire ça aussi finalement, mais pour l'instant, on n'est pas encore au point, je dirais, sur les systèmes, je dirais, que pour faire ça, mais en effet. Et ces questions d'eau grise, je pense que c'est plus lié peut-être à la réutilisation du coup. Exactement. Ouais. Donc, ce qui fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Je pense, ouais, ça peut être intéressant, clairement. Parce que tu as des douches maintenant qui on réutilise l'eau, une certaine partie de l'eau qui dans l'écoulement en fait revient dans la douche, finalement qui est traitée. Évidemment, il y a certains filtres, et puis ça revient finalement sur toi, je dirais. Donc c'est quelque chose qui a de l'avenir aussi, ouais, je pense aussi. Je pense. Je travaille aussi on aura sûrement l'occasion d'en reparler. On va en reparler, ouais. Mais pour aujourd'hui, en effet, sur la question des eaux de pluie, dans ces séparations en amont et sur le rejet, il n'y a pas de séparation particulière à avoir. J'essaie d'avancer, je suis désolé parce qu'il nous reste 5 minutes, je crois que ça se coupe automatiquement. Une question de Nicolas Cocard aussi, l'eau de pluie collectée peut-elle être utilisée pour les fleurs coupées sans risque pour les fleurs? C'est un fleuriste. Donc ça, ce serait donc de irrigation. À ma connaissance, il n'y a pas d'interdit là-dessus. Le risque pourrait être l'acidité de l'eau de pluie éventuellement. Selon la surface de toiture. Savoir, là c'est vous l'expert et c'est vous qui savez jusqu'à quel pH on peut arroser des plantes. Bah, j'aime bien rebondir. Je vais rebondir là-dessus ce que tu dis, mais pour moi, elle est absolument pas acide l'eau de pluie, tu vois. Mais elle a un pH qui est plutôt neutre, je dirais. Oui, enfin, elle est pas fortement acide. Elle est pas fortement acide. On est quand même en dessous. On est d'accord. Ça dépend de ta toiture aussi, évidemment, de ces choses-là, mais clairement. Mais moi, j'ai par exemple des clients qui utilisent de l'eau de pluie pour des rosiers, vous voyez. C'est-à-dire, madame, elle avait pour des rosiers. Ouais, pour des rosiers. Ouais. Alors voilà une réponse directe. C'est pour ça, voilà, c'est une réponse directe sur retour sur expérience, évidemment. Hein. Okay. Donc, et les rosiers allaient bien. Voilà, elle voulait exclusivement de l'eau de pluie pour ses rosiers, donc elle avait une très bonne ligne de rosiers, mais voilà, exclusivement rosier à l'eau de pluie. En effet. Voilà. Et puis on peut humblement supposer que si c'est l'eau qui tombe du ciel, c'est celle qui alimente tous les végétaux sur cette terre. Clairement. Et que probablement ceux qu'on a en intérieur doivent pouvoir y résister ou s'en satisfaire également. Alors, si tu trouves d'autres questions, Rémi, n'hésite pas. Oui, une question de Paul là, qui vient de tomber. Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont déconseillés pour la récupération d'eau de pluie? Cuivre ou zinc, par exemple? Peut-être que Vincent, tu saurais plus que nous là-dessus. Alors, déconseillé, il y en a pas pour moi, à ma connaissance, mais alors le cuivre, je pense qu'il parle d'alimentation après au niveau de la maison, je pense. Le réseau d'eau, là. Le réseau d'eau, j'imagine qu'il parle de ça, parce que ça n'existe pas des cuves en cuivre. Ouais. Alors, elles seraient extrêmement chères. Mais non, c'est vrai qu'il n'y a pas de contre-indication. Ouais. Au contraire, l'eau de pluie, finalement, va presque nettoyer vos canalisations en cuivre, puisque forcément, on a moins de calcaire, il n'y a pas de calcaire même, je dirais, donc ça va le nettoyer. En quelque sorte, ça va un petit peu nettoyer. Voilà. Okay. Merci. Alors, on va essayer de répondre à tout, hein, mais si jamais vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions, on essaiera de répondre a posteriori avec un petit mail. Parce que je crois que la conférence risque de se couper. Alors, a-t-on le droit d'alimenter les douches avec non. Vous ne pouvez pas alimenter les douches d'un point de vue professionnel. Vous faites, entre guillemets, ce que vous voulez un peu d'un point de vue privé. Mais dans une entreprise, vous ne pourrez pas alimenter les douches avec avec l'eau de pluie. Tout ce qui touche au corps humain, finalement, vous n'avez pas. C'est ça. En fait, l'utilisation maximale aujourd'hui de l'eau de pluie en intérieur, ça va être maximal en termes de contraintes, c'est le lavage du linge avec des contrôles 2 fois par an. C'est ça qui va être pour l'instant l'utilisation maximum. Après, oui, évidemment, on a toujours le nettoyage des sols, l'arrosage extérieur et tous les autres usages extérieurs et pour les toilettes. Mais donc la boire, tout ce qui touche à l'hygiène du corps ou à l'alimentation, ça fonctionnera pas. Non. La vaisselle non plus. Pour l'instant, c'est interdit. Pour l'instant, c'est interdit, mais voilà. Il y a une perspective dans laquelle peut-être un jour on sera autorisé à utiliser l'eau de pluie pour autre chose, mais par contre le timing, on peut difficilement s'engager dessus. On ne peut pas la boire. Y a-t-il des aides de l'État car ces projets ne sont pas rentables?
Je suis d'accord avec vous. Alors, il peut y avoir des aides de l'État en fonction. Oui, c'est vrai qu'on a déjà répondu. Pardon, Rémi. Ouais, de régions, être plutôt locales aussi, qui peuvent être combinées. C'est ça. Là, la meilleure chose à faire si vous avez un projet, un doute, c'est d'appeler la chambre de métier locale qui sera informée sur d'éventuelles aides plus ou moins locales à l'échelle départementale, régionale ou nationale. Alors là, Paul Bavot, qu'est-ce qu'on préconiserait pour une maison d'habitation ? Là, désolé, mais on vous laissera prendre contact avec un installateur d'eau de pluie qui pourra peut-être qui pourra vous renseigner plus en détail là-dessus. C'est pas vraiment qu'on ne peut pas répondre, mais notre temps est limité et on est plutôt là pour les entreprises artisanales. Je peux répondre vite fait, c'est 10 mètres cubes. Bon, réponse de l'expert, très rapide, 10 mètres cubes. 10 mètres cubes pour une maison. Je viens juste de rejoindre le webinaire. Vous pourrez le revoir. Il sera disponible en replay sur YouTube et vous allez aussi recevoir un mail avec le lien pour le regarder en replay. On va vous transmettre le PowerPoint. Alors non, le PowerPoint ne sera pas transmis. Par contre, vous aurez le replay qui sera disponible en ligne et libre à vous de faire toutes les captures d'écran que vous souhaitez. Votre questionnaire ne contient pas la case non. Alors oui, fallait juste ok, c'est pas grave. Les installateurs sur l'Isère. Apparemment, il y a quelqu'un qui travaille sur l'Isère pas très loin. Ouais. Mais là-dessus, voilà, on vous laissera. On n'a pas de liste de prestataires dédiés. Après, on peut vous envoyer une liste de 3-4 prestataires, mais je pense que vous les trouverez aussi facilement que nous. Pour ceux qui se sont trompés lors du sondage, il n'y a pas de souci, on vous rappellera et on reprécisera les besoins. Peut-on avoir votre contact pour l'eau ? Alors oui, mon contact, il est en bas affiché, alexis.lehir@cma-auvergne-rhône-alpes.fr. Ok, voilà, stabiliser, préfiltre UV, charbon et analyse, ok, d'accord, mais c'est illégal. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que tu vois d'autres questions, Rémi ? J'ai fait un peu le tour là. Il y a des questions techniques, je crois, de Romain Lafont, mais là-dessus, questions techniques assez. Ce sera plus du coup, je pense, un installateur qui pourra y répondre. Pour pouvoir consommer l'eau de pluie. Alors ouais, là en effet, on passe dans des utilisations qui sont privées, et là dans ce cadre-là, on peut que vous orienter vers des installateurs de récupérateurs d'eau de pluie. Nous, on est plutôt sur la partie professionnelle, artisanale des entreprises. Donc, si vous voulez boire votre eau de pluie, on ne veut pas en entendre parler. C'est votre souci. Désolé. Okay. Mais on peut faire quelque chose. Non. Mais il y a des gens qui le font. Quelle pourrait être, et on a répondu du coup aux 2 questions, Rémi, dans l'onglet questions aussi, parce qu'il y en a oui. Ok. Alors, c'est le moment, si jamais vraiment on a raté une question importante, remettez-la, vous avez 30 secondes. Et sinon on va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour votre présence à tous, pour toutes vos questions qui montrent qu'il y a un vrai intérêt en tout cas pour la récupération d'eau de pluie. Donc voilà, on se tient à votre disposition, la chambre de métier, pour vous aider sur les sujets des économies d'eau, mais pas que. N'hésitez pas à venir vers nous, à contacter votre chambre qui saura vous réorienter vers la bonne personne. Et une petite question bonus pour la fin. Nadège, quelle pompe pour un arrosage goutte à goutte ? Alors là, très bonne question. Très bonne question. Ah, très bonne question. Alors, surpresseur, gestionnaire, voilà, des choses comme ça. Toutes les pompes, je dirais, pour un arrosage goutte à goutte. Ouais, il faut juste bien la dimensionner. Exactement, il y a juste une petite subtilité. Voilà, il faudra mettre un vase d'expansion pour le goutte à goutte. Pourquoi ? Parce que pour la pompe, finalement, le goutte à goutte, ça va l'induire en erreur, je dirais. Pour elle, ça va être une fuite. D'accord. Donc, elle va se mettre en sécurité. Donc, c'est pour ça que le vase d'expansion, évidemment, va compenser ça. C'est une petite technique pour les installateurs qui sont là, peut-être. Mais voilà, j'aime bien partager en tout cas. Ok. Et merci beaucoup Vincent aussi de nous avoir accompagnés pendant ce webinaire. Merci à tous. Et puis très bonne journée à vous et à bientôt sur les webinaires de la Chambre de métiers Auvergne-Rhône-Alpes. Bonne soirée, à bientôt.
Euh,